Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait une analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin et Ethereum, c'est-à-dire globalement la routine habituelle. Allez, intro. Alors Bitcoin en unité de temps daily, pour le moment pas grand chose à dire si ce n'est qu'on consolide de manière plutôt bullish d'ailleurs ici sous, donc c'est pas un rejet violent, sous la trend de distribution actuelle. Je parle ici bien sûr de la structure daily dans cette petite jambe baissière ici. En soi je note un petit peu de liquidité ici sur la zone des 52 à 54, possibilité de les revisiter. Je pense que pour le moment, on va voir comment tout ça se met en place, mais en soi, ça peut être une zone qui est éventuellement revisitable, c'est-à-dire revenir faire un tour comme ceci et repartir ensuite comme cela. C'est pas nécessairement une certitude, on va le voir ici, qu'on a également un petit peu de liquidité qui se trouve là, au-dessus. Donc on pourrait éventuellement péter cette traîne de distribution, mais on ira voir tout cela dans la partie sentiment et liquidité. En soi, la 4 heures est en consolidation, une petite structure baissière au sein même d'une autre structure haussière. Tant qu'on n'a pas enfoncé, je dirais, ce support-là autour des 54-55, on peut pas vraiment dire que ce soit un retracement haussier important. Pour le moment, ça semble plutôt être paralléloïde, c'est-à-dire nous sortir un flag. On aura effectivement cette information uniquement quand on aura réussi à casser cette petite trend-là déjà. En soi, voilà, donc on est un petit peu dans l'attente de tout ça. On reviendra sur BTC en petites unités de temps dans la conclusion de cette vidéo. En ce qui concerne Ether BTC, j'ai un Ether BTC qui s'est apprécié dans les derniers jours. On est plutôt ici dans l'idée inverse, c'est-à-dire impulsion, consolidation, à nouveau impulsion, mais pour le moment, on n'est même pas au contact finalement de la trend de distribution. La structure sur Ether BTC, elle est baissière. Et à ce stade, on n'a pas encore réellement d'informations que Ether peut finalement venir à péter cette fameuse trend ici qu'il n'arrive pas pour le moment à casser. C'est-à-dire que on est vraiment sur une zone globale où Ether BTC est dans cette espèce de canal en descente ici comme ça. Et pour le moment, on n'a pas d'information qu'effectivement il va pouvoir le casser ou qu'effectivement il s'agit du point bas. Ensuite et par ailleurs, Ether contre le dollar. Bon, c'est un petit peu la même chose, sauf que pour le coup, on a perdu le côté parallèle de ce flag, littéralement. Donc attention qu'on ne soit pas en train de retester cette histoire. Je parle ici assez souvent de supports qui deviennent résistance. Vous voyez ici qu'on avait un joli support. Attention à ce que ça ne devienne pas une résistance autour des 2850. En revanche, si un bon CPI peut nous aider à repasser au travers, à ce moment-là, c'est probablement direction plutôt vers la hausse. En tout cas, on peut oublier, je dirais, ce potentiel bull flag sur Ether contre le dollar qui nous aurait emmené dans la zone des 7002, 7003, on peut l'oublier parce qu'il est littéralement invalidé à ce stade, puisque bien sûr on est revenu revisiter des zones plus basses que le côté un peu paralléloïde qu'aurait pu prendre cette structure si on avait tenu la zone ici sur ces niveaux-là. Ce qu'on peut dire également, c'est que dans l'idée de support qui devient résistance et qui elle-même redevient support derrière, on va tracer ici plus ou moins une zone. On va la prendre un peu large, ça nous emmènerait quoi, de 1007 à 2100 à peu près, légèrement en dessous. 1007 à 2100, voilà toute cette zone qui, et ça c'est intéressant, avait fait support lors de la correction de l'été 2021. C'était ensuite transformé en résistance lors de finalement la structure de retournement qu'on voit ici sous forme d'un triangle rectangle. Et là actuellement on est au retest de ce fameux support devenu résistance est devenu à nouveau support, on le voit ici sur toute cette zone-là, où effectivement ça avait plutôt bien rebondi sur ces zones-là. Donc est-ce que ça va tenir? C'est tout à fait possible. Je suis plutôt bull sur Ethereum, surtout depuis qu'il a tellement nettoyé en fait. Ici on est allé bien plus loin que juste passer sous la structure, on a littéralement enfoncé quasiment même la dernière correction et toute la jambe haussière qui est ici. Maintenant, Ether va nous donner des réponses bientôt, puisqu'il est sur la trade la moins agressive de toutes, celle que Bitcoin pourrait revisiter si jamais il allait vers les 42 000 $.
Donc ça serait une surprise, hein, bien sûr, hein, si Bitcoin venait à corriger plus qu'Ethereum, si Ethereum BTC venait à s'apprécier à la baisse. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire ici éventuellement, c'est que c'était plus ou moins une zone logique pour rebondir, mais je crois que j'en ai déjà parlé plus ou moins hier. En ce qui concerne l'altcoin dominance, pas de nouveauté, si ce n'est que on est sur une petite correction actuellement. On n'arrive pas à casser ici cette chose-là. Voilà, est-ce qu'on a encore de la place pour à minima revenir revisiter la résistance qui désormais se trouve autour des 20%. Et là, on aurait, si on la casse, une jolie structure de retournement. Pour moi, la vraie grande structure de retournement elle est plutôt à 24. Malheureusement, là, on est autour des 20. Vous comprenez ici que c'est pas vraiment... C'est pas que c'est pas possible, mais voilà, en soi, ça sera des signaux qui seront extrêmement tardifs en ce qui nous concerne, notamment pour le trade. Après, pour l'investissement, c'est des signaux qui vont plutôt bien, mais notamment pour le trade, ça serait quand même ballot d'attendre les 24%. Donc personnellement, moi, je me suis positionné sur certaines alts à l'achat, celles qui me semblaient vraiment sous-évaluées par rapport à leur fondamental. Maintenant, je dis attention parce que, et ça, je l'ai déjà pas mal expliqué, mais le risque ici, c'est de faire ça et ça, c'est-à-dire typiquement un petit peu ce qu'on avait fait là-dedans, hein, en disant que la correction haussière qu'on a là ressemble un petit peu à ce qu'il y a là, c'est-à-dire un scénario type 2019, impulsion, correction, impulsion. Et ici refaire impulsion, correction, impulsion et venir au 12%, ça c'est dans le scénario où plus ou moins Powell n'arrive pas à endiguer l'inflation, que le chômage augmente et qu'on se retrouve dans une période un petit peu sombre. Et à l'inverse, tout à fait possible, et là on aura notre structure, notre W de retournement si jamais le prix se reprend et vient à prendre les 24%. Donc je dirais que le risk reward ici, il est de quoi? Il est de retourner effectivement à 12% et le but c'est finalement d'aller autour des 40 à peu près. Donc perdre 10% pour gagner finalement 20%. À peu près du 1 pour 2. Donc en soi, je trouve que si les alts sont bien choisis, le risk reward est quand même relativement intéressant pour celui qui est prêt à voir son investissement éventuellement diminuer de moitié sans que ça soit réellement douloureux pour lui. La meilleure chose à faire ici, c'est de déployer une petite partie de son capital sur les zones actuelles et éventuellement continuer à mettre des ordres au cas où on soit sur la descente pour lisser un prix d'achat qui soit plutôt dans ces zones-là. Maintenant... il est tout à fait possible qu'on se reprenne ici à ce stade et c'est pour ça que le risk-reward reste correct de commencer à rentrer sur ces zones-là puisque je le rappelle, on est quand même plus ou moins sur support. Il faut bien comprendre également qu'on a cassé la distribution qui était celle-ci, c'est déjà une belle chose. Si on avait... Donc en fait on a cassé le momentum un peu de cette vague là et à partir du moment où on le casse, là on continue à faire du ski dessus malheureusement et on est quasiment, vous le voyez, au bas. La question c'est de se dire est-ce qu'en Elliott par exemple ça c'est une 1, ça c'est une 2 et je vais avoir une impulsion de 3 pour remonter, ou alors à l'inverse est-ce que j'ai effectivement ce caractère de impulsion, correction et impulsion supplémentaire. En tout cas la pente est plutôt pas mal respectée et pour le moment, absolument aucune conviction que l'altcoin dominance est en tendance haussière. Si on prend cette structure et qu'on se dit on va continuer à faire la même chose, on irait plutôt ici jouer quelque chose qui va donner un nouveau plus bas à nouveau. Si jamais il y a retournement, ça veut dire que les conditions de marché le permettent encore une fois, et ça veut dire que le fondamental, le macro va plutôt dans ce sens-là, à savoir un pivot de Powell dans les bonnes corrections. C'est un petit peu dans le sens de la vidéo que j'ai faite hier, mais les bonnes conditions de pivot pour Powell, elles vont être données si demain le CPI est en dessous des 3,2% et si le chômage reste... donc ça c'est le CPI, et si le chômage reste finalement dans des zones qui sont autour du consensus, je dirais sous les 4,40. Voilà, donc ça c'est les deux choses qu'on veut voir. Demain on a plutôt des bonnes prédictions, 3,2 c'est le consensus global, nous on est plutôt sur une idée d'un 3%, si jamais on marque 3% ça sera une très bonne chose, ça sera très haussier pour le marché, c'est plutôt mon idée personnellement. Maintenant je ne suis pas statisticien, je ne travaille pas au BLS qui est le Bureau of Labor Statistics, je n'ai pas de news d'insider par rapport à tout ça, etc., mais j'ai tendance à faire confiance à certains outils que j'utilise, puisque dernièrement ils ont pas trop mal marché. Un petit tour sur le Total DeFi, puisqu'on l'a pas regardé depuis un petit moment. Globalement, on voit ici que
la structure est pas trop dégueulasse également. Cassure de trend ici, retest de la trend. Si on arrive à ici garder ce côté un petit peu flag, à ce moment-là, on pourrait avoir une finance décentralisée qui revient rechercher des plus hauts. En revanche, eh bien, si jamais on est dans quelque chose qui serait de l'ordre de impulsion, correction, impulsion, à ce moment-là, on perd un petit peu cette idée-là. Donc c'est toujours pareil. Je dirais que c'est pas du 50-50. On a plutôt un fondat qui va dans le sens de la crypto. En tout cas, je trouve. On est plutôt dans une année d'élection aux États-Unis et avec de la crypto qui devient vraiment un enjeu électoral. Et ça, c'est une très bonne chose. À l'inverse, on a en ce moment des choses au niveau macro qui pourraient nous dire qu'on se dirige vers une récession. Certains indicateurs notamment qui flashent littéralement dans ce sens-là. Ensuite, sur ce qui est de la stablecoin dominance, c'est un petit peu plus sombre au niveau du tableau. Pourquoi ça? Parce que j'avais une trend de distribution sur vous comprenez que la stablecoin dominance, on veut moins de stablecoin sur le marché, on veut que la part du gâteau total qu'empruntent les stablecoins viennent à finalement diminuer. Et là, en l'occurrence, moi j'aime bien le côté un peu parallèle de cette histoire-là, celui-ci. C'est-à-dire une impulsion, une correction haussière, une nouvelle impulsion, c'est possible. Maintenant, ce que j'aime pas trop, c'est que pour le coup, là, on a pété la trend de distribution qui est auparavant rejetée assez violemment. Donc là, on aurait pu penser à une continuation baissière et ça n'a pas été le cas. Malheureusement, on a eu un petit peu le comportement inverse, c'est-à-dire cassure de distribution et accélération. Donc ce qu'on veut à ce stade, c'est perdre ça, déjà cette petite accumulation, sortir un petit peu de ce marasme un peu sur le marché de la crypto. Ce que vous regardez là, c'est un petit peu ce que vous regardez quand vous regardez le flag en soi sur BTC, c'est normal que tout ça soit lié. Maintenant, ce qu'on regarde vraiment sur les stablecoins, c'est des gens qui ont déjà des stablecoins, qui peuvent les déployer ou les ressortir de la crypto. Donc on regarde le comportement de gens qui sont déjà dans la crypto. C'est vraiment un indice du cash dans la crypto pour moi, la stablecoin dominance. Donc ça a cet intérêt que je peux éventuellement savoir s'il y a de nouveaux entrants. Mais c'est pas cet indicateur-là qui va me le dire. Il va plutôt me donner une idée de comment se comportent les acteurs qui sont déjà sur le marché. En tout cas, c'est comme ça que je vois personnellement la stablecoin dominance. On passe sur le fonda, il n'y a pas énormément de choses à dire, sauf à dire qu'il y a eu une interview hier entre Trump et Elon Musk et qu'ils ne se sont absolument pas parlé de crypto à aucun moment. Donc ça, c'est pas très bonne nouvelle non plus. Thierry Breton qui a tiré sur Elon Musk, en ce moment, il y a un petit peu un bras de fer entre ce que veut la Commission européenne, c'est-à-dire censurer X, et à l'inverse, ce que veut Musk, c'est-à-dire plus ou moins une liberté d'expression. Personnellement, mon avis, moi, il est retracé un petit peu là-dedans, c'est-à-dire dans le tweet que j'ai fait là, c'est-à-dire personnellement je me sens capable de faire le tri moi-même sur ce que je peux trouver en désinformation sur X et ce que je peux y trouver d'intéressant. C'est pas parce qu'on me dit, c'est pas parce qu'on autorise, on va dire, un média à dire que la Terre est plate que nécessairement je vais être suffisamment stupide pour y croire. Donc voilà, moi j'aime bien ce côté pouvoir puiser l'information là où je veux, notamment par exemple les informations qui m'intéressent sur des personnes, notamment comme Thierry Breton d'ailleurs, en l'occurrence. Ensuite, l'ETF Ethereum sur Grayscale qui n'a pas fait de sortie hier. Il s'est passé un petit peu la même chose que sur BTC, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient joué un trade en achetant finalement de l'ETF Grayscale et qui en ce moment ont eu une appréciation de 40 ou 50% du jour au lendemain, à partir du moment où l'ETF a été accepté, le THE, l'ETF de Grayscale. Donc du coup, bien sûr, ils en sortent. Et puis on a également des frais prohibitifs sur... c'est tout à fait exactement les mêmes mécanismes que ce qu'on avait vu sur BTC, c'est-à-dire qu'il y avait un très gros discount en ce qui concerne le fonds Grayscale était un trust, tout à fait différent d'un ETF spot, et du jour au lendemain, beaucoup ont vu la valeur finalement de leur part augmenter et se transformer en Ethereum physique, et parfois sur un discount à moins 40%. Baisse du PPI hier, le PPI est le Producer Price Index, ça c'est plutôt une bonne chose pour l'inflation à suivre. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les producteurs arrivent à produire pour moins cher, mais mauvaise nouvelle également, c'est que le prix des containers est en train d'exploser à la hausse depuis la Chine, notamment vers le Shanghai New York, Shanghai Los Angeles et Shanghai Rotterdam, sont tous les trois en train de s'apprécier assez violemment.
C'est dû à plusieurs choses. Il y a déjà un petit peu des tensions, bien sûr, au niveau du canal de Suez, etc. Il y a également tension sur les prix un petit peu du pétrole, hein, puisqu'il faut bien les emmener quelque part, ces containers-là. Et voilà, il y a pas mal de choses ici qui rentrent en compte. Mais attention, c'est de l'inflation future aussi. Hein. Au plus le transport, depuis la Chine notamment, coûte cher, au plus ça va se répercuter à un moment donné dans les prix. On passe ici sur Wall Street Journal, on passe également sur Journal du Coin, on passe sur The Block, on passe ici sur Coindesk, Cointelegraph, visiblement un exchange au Canada qui a fait de la merde en pariant d'à peu près 10 millions de fonds de ses users. On passe là-dessus également et on va passer également sur CNBC. En soi, et ce qui est vraiment intéressant en ce moment, je dirais que c'est demain, le CPI, ça sera à 14h30. Vous pourrez le retrouver sur ce site-là, qui est le Bureau of Labor Statistics, la page sur le CPI, à 14h30, ou alors vous allez sur Trading Economics et vous allez l'avoir quasiment instantanément. On va sur la liquidité. Liquidité ici, 127 millions de liquidés. Globalement, sur les dernières 24 heures, on a du short liquidé sur BTC et du long sur Ethereum. En soi, vous voyez que c'est à peu près kiff-kiff, 65 millions en long, 65 millions, 61 millions en short. Ce que je note tout de même, c'est qu'on a 74 millions, donc une part assez importante sur BTC, plus ETH. Un certain désintérêt pour les altcoins, si vous préférez. D'habitude, on est à peu près à la moitié. Là, on est légèrement au-dessus. Pas beaucoup d'ordres à l'achat ni à la vente. Quelques ordres à l'achat ici sur la zone des 54-55. En ce qui concerne les marchés en levier, je vous ai déjà fait les niveaux. On avait un niveau qui était ici long, qui a été déjà revisité. On avait mis un niveau par ici et pour le coup il a été perdu. Et j'ai rajouté du short sur cette zone-là. Puisque là on le voit pas très bien, mais en soi il y a probablement une grosse position. Ah non, ou alors c'était un bug et il a disparu depuis. On va se mettre un petit peu plus serré. Ouais, non, il a disparu. Ok, ici, tout à l'heure, j'avais un énorme pic. Donc, du coup, en fait, on peut virer celle-ci. Donc, en soi, j'ai un petit peu de liquidité au-dessus. Et sur la remontée, sur iBlock, j'ai noté qu'il y avait quand même pas mal de liquidité entre 52 et 54. Je vais vous le montrer tout de suite. On la voit ici. Bon, on va passer ici sur les bulles. Voilà, ici, on a quand même une jolie bulle de liquidité. Là, elle est à 56-57. Mais en réalité, quand je dézoome un petit peu, moi, j'aime bien dézoomer pour mettre plus pour... Parce que je me dis pas qu'il y a des gens qui sont en position depuis plus de 2 ans. En tout cas, il ne doit pas y en avoir énormément. Mais pour avoir une visibilité plus importante. Et là, on voit cette zone à peu près à 52-53 000 $. Ça monte jusqu'à 54-55. Sur laquelle il y a effectivement pas mal de longueur à l'entrée. Vous avez compris que le funding est neutre. Ça veut dire que j'ai autant d'argent au-dessus ici que d'argent en dessous. Ça revient très exactement au même. C'est-à-dire que la valeur est la même. Vous voyez que quand on a fait le gros épisode de liquidation, ici, on est venu chercher cette poche qui était assez conséquente et là où du coup on a pu filer quand même pas mal d'ordres. C'est-à-dire si vous êtes une institution et que vous voulez placer beaucoup d'ordres longues, vous allez avoir besoin de ces liquidations, puisqu'une liquidation est plus ou moins un acte de vente forcée et que donc du coup pour remplir un certain nombre de contrats, si vous êtes une très grosse institution, que vous avez besoin de beaucoup de contrats, si pour vous un trade ça se place en milliards, eh bien vous allez essayer de venir chercher un peu ces zones-là pour finalement filer vos ordres. La question ici, c'est est-ce qu'on va faire la jonction avec les 74 000 $ finalement et venir proposer l'inverse, c'est-à-dire plus ou moins de la vente sur ces zones-là, c'est-à-dire que j'ai acheté là, j'ai suffisamment d'ordre ici à la liquidation pour vendre. Donc quand on liquide du short, c'est plutôt une obligation de rachat en soi, donc ça permet à ces fameuses institutions bien sûr de vendre. C'est un petit peu ce qui s'était passé quand on avait fait la jonction ici, même si elle a été incomplète. Quand on a fait la jonction ici également, vous voyez qu'on vient chercher une poche de liquidité pour aller en chercher une autre. Ici, on vient chercher une poche de liquidité pour aller en chercher une autre. Et ici, on vient chercher une poche de liquidité pour aller en chercher une autre. Pour l'instant, tout cela, ici, au niveau des 70 000, est totalement inviolé.
inviolé et reste très bien protégé en tout cas à ce stade, et on voit que ça c'est resté entre guillemets bien protégé. Mais il faut comprendre qu'il y a énormément d'argent ici qui va permettre éventuellement d'absorber bien sûr des actes de vente, puisqu'encore une fois ce sera des achats forcés. On peut estimer qu'il y a quand même pas mal de positions hedge dans ces zones là, puisqu'on l'a touché 1, 2, 3, 4, 5 fois, c'est-à-dire des positions qui vont aller au bout, c'est-à-dire des positions, par exemple, imaginons, là pour le coup j'ai la volonté de me hedger, j'achète du Bitcoin à 70 000, mais en même temps je le short à 70 000 de manière à avoir effectivement une position qui, quoi qu'il arrive, reste dans une certaine forme de neutralité, ou en tout cas soit gagnante. Donc la question qu'on peut se poser aussi, c'est de se dire, est-ce que on n'a pas des gens qui étaient positionnés sur ces 70 000 et qui ont profité finalement de ces zones-là pour revendre finalement leur position? C'est une question qu'on peut se poser. Je vous ai beaucoup parlé aussi des 41 000 $, qui est la prochaine poche de liquidité après 52, donc ça c'est une zone pour moi à surveiller de près aussi, et là vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'ordre également sur la zone des 32 000. Maintenant ça nous ferait revenir jusqu'en octobre 2023, 9 mois en arrière à peu près, quelque chose comme ça, 9-10 mois. C'est pas impossible qu'il y ait encore des gens là-dedans. Maintenant, on peut estimer que quand même beaucoup d'entre eux ont déjà pris leur profit sur ces positions-là. Donc en termes de trader de position, moi je préfère juste... J'aime bien dézoomer de temps en temps, mais je travaille jamais sur la 2 ans. Mais j'aime bien dézoomer de temps en temps juste pour me dire où est-ce que sont les grosses liquidités. Et là où c'est pas trop mal, c'est qu'il y a une jolie jonction, en tout cas je trouve, depuis qu'on a fait ce mouvement-là, il y a une très jolie jonction avec finalement la zone des 70 000 qui apparaît également. Mais c'est une jonction qu'on avait déjà eu, en tout cas les conditions d'une jonction qui étaient déjà arrivées, notamment je pense à cette hausse-là, sur laquelle et bien finalement derrière ça ne s'est pas nécessairement mis en place comme on voudrait. Sur Ether c'est la même chose, mais avec un peu moins d'intérêt, je dirais, un peu moins d'intérêt pour les institutions, etc., un peu moins de contrats, et là on voit très bien aussi qu'on est entre deux poches de liquidité, celle à peu près à 2008 et celle à peu près sur la zone des 2005 à 2006. Petit coup d'œil sur la 2 ans sur Ether également, ça mange pas de pain. Là c'est à peu près la même chose, le funding est à peu près neutre également sur Ether, la poche de liquidité qui a été prise elle se trouve à peu près par ici, et je dirais que ça manque un peu de short pour faire vraiment une vraie jonction intermédiaire jusqu'à la zone des 3500-4000, donc ce qu'on veut désormais c'est que les afflux sur les ETF spot Ethereum soient bons. Ils sont ni bons ni mauvais pour le moment, on n'est pas sur des afflux incroyables, mais quand même beaucoup plus que ce qu'avaient prédit, on va dire, certains des analystes financiers sur les ETF. Ensuite, on va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, je note une petite poche de liquidité, et ça je le redis, autour des 52-54. Ça c'est important à noter quand même, si on devait faire double bottom, ça serait probablement la zone à revisiter, sans aller nécessairement enfoncer les 49. Je note également que la prochaine zone d'intérêt elle se trouve autour des 42, celle où il y aura beaucoup de contrats à la vente, et ensuite on a 32, donc 52, 42, 32, 52 est pris. Désormais, on a remis un petit peu de liquidité sur cette zone-là, mais 52 est pris, maintenant on peut viser 42 ou 32. La question ici, je pense, fondamentalement, c'est comment va se mettre en place le fondat. Et le fondat, on aura des nouvelles demain. Et ça, je me répète un petit peu, mais pour le coup, c'est vraiment les conditions dans lesquelles va pouvoir pivoter Powell qui sont importantes, plus que en soi, est-ce qu'il pivote ou pas, puisqu'il va pivoter. On sait qu'il va probablement pivoter. Il y a des très grosses chances quand même que Powell pivote en septembre ou avant. Et je pense personnellement que ça devrait peut-être potentiellement se faire avant. Donc voilà un petit peu, ça c'est important, les conditions du pivot, et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, alt season ou pas, c'est un petit peu pareil, on l'a vu, il y a parfois, ça met parfois très longtemps, suite à un pivot, à se mettre en place pour des conditions de pivot. Malheureusement, on n'a pas une antériorité exceptionnelle ici pour venir dire... puisque finalement sur les altcoins on aura une antériorité qui va aller jusqu'à 2017 et elle sera pas complète parce que à l'époque les altcoins avaient quand même une capitalisation très faible, donc je vois pas trop l'intérêt de regarder juste un pivot finalement, celui de 2019
pour voir comment se sont comportés les altcoins. À ce moment-là, ça me paraît pas extrêmement intéressant. Sur la structure en toute petite TF sur BTC, sous-entendu le 15 minutes, je trouve que cette correction est pas moche. Je parle de ça. Ça là, je trouve que c'est pas excessivement moche si on arrive à péter la distribution en cours, c'est-à-dire à percer, là si ça se faisait aujourd'hui à plus ou moins les 60 000 $. Je pense que c'est le CPI qui va nous donner la direction ici, hein. Encore une fois, je me répète un petit peu, mais ça va être la news quand même importante du moment. Voilà pour cette vidéo, je pense avoir fait le tour. Petite routine habituelle, on a vraiment fait le truc un peu basique hein, qu'on fait d'habitude. En soi, si je devais avoir un scénario privilégié ici pour la suite, je pense qu'on a un petit peu de place encore pour pousser un peu plus haut. D'accord, ça fait un peu peur cette zone de 52 à 54 là ici, qui je trouvais bien chargée quand même. Le marché pourrait avoir envie et besoin de venir fil des ordres dans ces zones là pour pouvoir ensuite se retourner et repasser plus haut. Et puis en cas de cataclysme ou pression vendeuse, mauvais CPI, mauvais résultat de Trump, hein, puisqu'on a toute cette partie aussi sur le Trump Pump qui en ce moment est en train de perdre de sa superbe, puisque Trump est en train de reculer dans les sondages contre Kamala Harris. Donc en soi, le fondat est plutôt bon, pas exceptionnel, parce qu'on a eu un chômage qui était largement au-dessus des attentes, et ça a donné un petit peu plus les conditions d'une récession, plus que d'un pivot dans de bonnes conditions, encore une fois. Je crois que le CPI de demain va être vraiment prépondérant. Alors on dit c'est toujours le CPI le plus important jusqu'au suivant, hein, c'est un petit peu ce que je dis à chaque fois aussi, c'est-à-dire ce CPI là est très important. Je pense que tous les CPI sont assez importants. Maintenant celui-ci en mode pré-pivot, etc. Si jamais celui-ci pourrait éventuellement apporter des surprises. Je pense qu'il va être bon personnellement parce que encore une fois, j'ai fait ma propre analyse et que voilà, du coup j'en retire mes propres conclusions. Je pense qu'il sera en dessous du consensus, mais je peux me tromper. Hein, je suis pas non plus une machine à calculer les statistiques comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, structure en 15 minutes, c'est pas moche. On a un petit support, je dirais, sur la zone 58 000, à peu près 57 800, là, quelque chose autour de 58. On a un petit support ici sur cette zone-là. Est-ce qu'il va vraiment faire son taf et pouvoir nous permettre de nous retourner ou pas? Et puis voilà, ça je l'ai déjà dit, mais attention, on a un petit peu de liquidité entre 52 et 54, donc ça serait des endroits où ça serait pas choquant de venir revisiter ces endroits-là. En tout cas, je trouve cette correction-là plutôt boule si on arrive à la péter vers le haut, c'est-à-dire à en casser la zone de distribution. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, entre guillemets, pour la journée. Voilà, pour le moment, on est plutôt en train de se balader entre... finalement la zone des 62 et la zone des 58. Voilà, donc tant qu'on perd pas 58 et tant qu'on casse pas 62, on sera toujours en train de latéraliser pour le moment. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On en fera une nouvelle demain pour le CPI, hein, bien évidemment. En espérant encore une fois que ça se passe bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour sera... Tiens, on va poser une question sur BTC pour une fois, c'est quelque chose que je fais quand j'ai pas trop d'idées, etc. Mais qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis d'une alt season qui tiennent à partir de maintenant, c'est-à-dire on est sur support, ou alors plutôt des alts qui vont saigner et qui vont nous emmener sur une altcoin dominance autour des 12%. Quel est votre avis par rapport à cela? Dans des conditions de pivot, est-ce que les alts peuvent se reprendre tout de suite, entre guillemets, ou est-ce que ça risque de prendre un petit peu plus de temps, et est-ce qu'on va plutôt peut-être vers des zones qui sont de l'ordre de la récession? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, merci de votre bienveillance comme à chaque fois, et à demain.